Bonjour Mariam. Bonjour Rachid. On est un petit peu en retard, désolé. Pas de souci. On va s'intéresser d'abord à la diplomatie marocaine qui est au service aussi de l'unité africaine. Voilà, vous aviez des questions pour Anas. Maintenant, c'est une question que je vais vous poser à vous, Rachid, et à vous, téléspectateurs. À votre avis, qu'est-ce qui se trouve vraiment au cœur de cette diplomatie marocaine en Afrique? Et à Dakar, l'ambassadeur Hassan Nasseri en a dévoilé la colonne vertébrale: proximité, stabilité et coopération. Une diplomatie qui s'appuie d'abord sur les liens historiques, mais aussi sur une présence continue sur le terrain. Le 360 rappelle un point essentiel également: le Maroc est le premier investisseur en Afrique de l'Ouest et le deuxième sur l'ensemble du continent. Et derrière ces choix, il y a du concret: l'initiative atlantique pour ouvrir la mer aux pays du Sahel enclavé, le gazoduc Nigeria-Maroc et une coopération militaire structurée. En somme, une diplomatie de terrain héritée de l'histoire et aujourd'hui confirmée par ses résultats. Et à Dakhla, cette dynamique prend un tournant qualifié d'historique par Omar Hillel lors du 5e Forum Maroc diplomatique Sahara. Dans le matin, il rappelle les 3 piliers qui guident cette diplomatie royale: développement avec plus de 1000 accords et 30 visites royales en Afrique, droits humains avec une politique migratoire unique à régulariser plus de 50 000 migrants dans le pays, et paix avec une présence ininterrompue dans les missions onusiennes concernant les conflits continentaux. Et il ajoute: il ne suffit pas de parler pour l'Afrique, il faut permettre à l'Afrique de parler d'une seule voix. Une référence claire au rôle du Maroc dans la convergence des positions africaines, une diplomatie qui ne théorise pas mais qui agit. Et cette crédibilité, elle est aujourd'hui saluée également par l'Union africaine. Pour les 70 ans de l'indépendance du Royaume, l'Union africaine parle d'un Maroc exemplaire, engagé dans la dignité, la liberté et l'intégration continentale. Le président de la Commission, Mahmoud Ali Youssouf, insiste: le Maroc est un acteur clé des projets africains, un partenaire de confiance pour l'agenda 2063 et un pays qui contribue réellement à la stabilité du continent. Et cette présence africaine ne se limite pas aux grandes organisations, elle se construit aussi pays par pays aux 4 coins du continent jusqu'en Afrique de l'Ouest. Et à Rabat, le Maroc et le Malawi ont décidé de renforcer leur coopération dans les domaines essentiels tels que l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'enseignement. Objectif: avancer ensemble et faire entendre une voix africaine alignée sur ses priorités. Une preuve supplémentaire que la diplomatie marocaine se construit à l'échelle du continent entier dans une vision inclusive et intégrée où chaque partenariat renforce cette unité africaine. Et on s'intéresse aussi à la place des langues locales dans le système scolaire africain. Et si l'avenir de l'enseignement en Afrique passait d'abord par ces langues? Partout sur le continent, la question revient. Donc, faut-il enseigner dans les langues locales ou renforcer les langues internationales? Et les réponses sont loin d'être uniformes. Au Gabon, on a fait un choix clair. Selon Gabon Review, le nouveau programme École en langue nationale vise à former les enseignants pour créer des contenus pédagogiques adaptés et améliorer les performances scolaires, et cela dès la primaire avec ces langues locales. Et le ministre de l'Éducation parle d'un axe stratégique essentiel pour consolider la cohésion nationale, une école plus inclusive qui s'adapte à la réalité de ses enfants et non pas l'inverse. Mais ailleurs, les choses se compliquent. Au Nigeria, le gouvernement vient d'abandonner la politique qui imposait l'enseignement en langue locale à l'école primaire, un pays qui compte, rappelons-le, 500 langues. 3 ans après son lancement, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Taux d'échec élevé aux examens nationaux, manque de manuels. Certains saluent la décision, d'autres la dénoncent. Ils parlent d'un renoncement trop rapide, rappelant que sans investissement, aucune réforme ne peut réussir. Un débat qui pose la vraie question: comment concilier patrimoine linguistique, exigence d'un système éducatif national et domination des langues internationales? Car aussi le multilinguisme, c'est un enjeu panafricain. Et l'agence FAPA nous emmène cette fois à Lomé, où la CEDEAO vient de lancer la phase 2 du programme panafricain de master en traduction et interprétation. Bourse, mobilité universitaire, standardisation des diplômes. Objectif: former des experts capables de travailler dans les organisations internationales sans dépendre des institutions étrangères. Et pour ceux qui pensent que les langues africaines n'ont pas leur place dans un monde globalisé, le Togo apporte une réponse éclatante. Togo Daily News annonce le lancement de Yodi, première plateforme d'intelligence artificielle 100% togolaise capable de comprendre, traduire et parler plusieurs langues nationales. Et Wetem, Mina, Kabyé, toutes ces langues qui sont traduites par cette IA locale qui génère aussi des audios, envoie des appels vocaux, voire passe des appels justement dans ces langues. Une révolution qui montre que les langues africaines ne sont pas un frein à la modernité, elles peuvent également en être le moteur. Et la presse se demande aussi si on peut encore assurer la sécurité alimentaire sans pesticides. Question difficile et surtout au milieu de batailles juridiques ravivées par des scandales industriels. Le premier, relayé par Politis, nous emmène à Rouen. 500 manifestants, détracteurs et une usine BASF multinationale de chimie totalement paralysée.
Et pourquoi ce blocage? Car selon les associations, ceci incarne l'impunité de l'industrie des pesticides, une action choc menée jusqu'à l'intérieur des usines pour inspecter les stocks. Les militants dénoncent aussi un colonialisme chimique, ce qui interdit ici continue d'être produit et vendu ailleurs. Mais la question des pesticides va encore plus loin. Comment une substance jugée trop dangereuse pour l'Europe peut-elle être envoyée au Brésil, au Japon ou encore en Afrique? Autre pays, même combat, direction le Nicaragua avec l'affaire de Némagon, un des plus grands scandales de l'histoire des pesticides sur lequel revient Actu Environnement. Bilan, 1234 ouvriers agricoles du Nicaragua contaminés, des cancers, des stérilités, des vies brisées. Interdit aux États-Unis dès 1979, mais exporté, utilisé au Nicaragua jusque dans les années 80. Une condamnation avait été prononcée au Nicaragua en 2006, jamais exécutée. Aujourd'hui, c'est à la Cour d'appel de Paris de décider si cette décision peut enfin être appliquée en Europe pour saisir les biens des multinationales concernées, Dow Chemicals, Oxy et Shell. Et nous, dans tout ça, oui, les consommateurs, peut-on encore bien manger malgré l'utilisation polémique de ces pesticides? C'est la question que se pose le Parisien. PFAS dans l'eau, pesticides dans les champs, additifs industriels. Difficile de savoir ce qu'on met vraiment dans nos assiettes. Et face à cela, une évidence, la question des pesticides n'est pas seulement agricole, elle est sanitaire, économique, sociale, mais surtout mondiale. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 novembre 2025. Quel autre 20 novembre avez-vous sélectionné dans l'histoire? Alors, je vais vous raconter une histoire qui va raviver les plus beaux souvenirs des fans de football. Et j'imagine qu'il y en a beaucoup avec l'actualité qu'on a. Le 19 novembre 1969, au stade Maracanã, le plus grand au monde à l'époque, devant 80 000 personnes, un homme s'avance vers le point de pénalty. Un jeune Brésilien de 29 ans, déjà appelé au rei, s'est pelé. Dans le silence électrique du stade, tout le monde le sait, ce tir peut devenir son millième but, un chiffre irréel, un record que personne n'a touché depuis et que personne ne touchera peut-être jamais. Face au gardien de Vasco de Gama, Pelé pose le ballon, inspire, puis frappe. Et le stade explose, des larmes, des cris, des ondes de joie qui traversent le Brésil en une seconde. Ce 19 novembre n'est pas un jour comme les autres, c'est aussi l'anniversaire de sa mère, c'est le jour de la création du drapeau brésilien. Et désormais, c'est le jour du goal 1000, le but millénaire. Pelé, c'est la puissance d'un mythe, le seul joueur de l'histoire à avoir soulevé 3 Coupes du Monde, le seul à avoir inscrit plus de 1200 buts officiels et honorifiques confondus, le premier à transformer le football en un langage universel. Ce jour-là, le Brésil n'a pas simplement célébré un but, il a célébré la naissance d'une légende immortelle. Pelé ne jouait pas au football, Pelé écrivait le football. C'était un 20 novembre? Le 19 apparemment. Le 19, on est le 20 aujourd'hui. Ah bah, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Je savais que j'étais pas très bien réveillée aujourd'hui. On n'est pas très bien. Alors le décalage horaire et le Brésil. C'est pas grave, autant pour moi, mais c'est une belle date à célébrer quand même. C'était bien raconté, merci beaucoup. Merci Avec beaucoup plaisir. Malim Cocaïne.